Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la correction du sujet de brevet Centre étranger du 14 juin 2023. Alors, ce sujet de brevet était composé de 5 exercices. On commence tout de suite. Alors, avec un premier exercice qui proposait un QCM en deux parties. Un premier QCM, comme vous le verrez, qui sera sur la programmation, sur Scratch, et un deuxième qui sera plus numérique, avec des questions de calcul. Donc là, on vous disait pour chaque question, parmi les réponses proposées, une seule est exacte. Recopiez le numéro de la question et indiquez la réponse choisie. Donc attention, alors ici, dans cette partie, on s'intéresse au programme ci-dessous, composé d'un bloc triangle équilatéral. Donc dans le bloc, on vous explique comment on construit un triangle équilatéral, d'accord. On met le stylo en position d'écriture, avancer de 50 pas et tourner de combien. Alors ça sera sûrement une des questions, savoir de combien on va compléter. Et après le script principal, voilà, où on va utiliser notre bloc triangle. Alors attention, première question, on souhaite construire le triangle équilatéral ci-dessous. Le stylo est orienté à 90 degrés au départ, donc on va partir dans ce sens. Complétez le script du bloc triangle équilatéral avec la valeur qui convient. Alors attention, on sait que les trois angles d'un triangle équilatéral ont une mesure de 60 degrés. Alors l'erreur, ce serait de partir trop vite et d'entourer directement 60 degrés. Je vous rappelle, vous l'avez déjà fait, vous l'avez fait plusieurs fois en classe, cette question. Votre lutin, il va avancer de 50. Il est orienté comme ceci. Si on veut qu'ici, on ait un angle d'une mesure de 60 degrés, attention, ça veut dire qu'ici, on va devoir tourner de combien ? 180 moins 60 qui est ici, il va falloir tourner à gauche de 120. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse C, 120 degrés. Donc, au brevet, vous marquerez question 1. Réponse C. Attention, ça arrive souvent que des élèves ils répondent sur leur copie. La copie, elle n'est pas rendue. Donc, vous mettez bien le numéro de la question, question 1, réponse C, pour que le correcteur il puisse bien lire. Parmi les trois figures, laquelle est obtenue avec le script principal? Alors, on voit que dans le script principal, on part du milieu de la page, de la scène, et on est orienté à 90 degrés, toujours. Donc, on va, attention, répéter deux fois. Attention, stylo en position d'écriture. On avait déjà mis ici, on trace un triangle équilatéral, on relève le stylo et attention, on bascule de 60 degrés. Donc attention, si vous tournez de 60 degrés, quand votre lutin est revenu à sa position initiale, vous allez simplement, basculer sur le troisième côté et donc vous allez partir dans cette direction et construire de nouveau un triangle équilatéral. Donc la réponse pour la question 2, c'était la réponse C, encore une fois. Attention, troisième question, quel polygone obtient-on si on remplace dans le script principal la boucle répétée 2 fois par une boucle répétée 6 fois. Alors de nouveau, quand vous arrivez ici, vous allez basculer de 60 degrés. Regardez, vous continueriez. Tac, à chaque fois, vous complétez votre figure. Et à la fin, ça vous donne quoi comme figure? Un polygone à 6 côtés, c'est un hexagone. Donc pour la question 3, il fallait répondre. Réponse B. Voilà pour cette première partie. Alors maintenant la partie B, vous allez voir qu'elle n'est pas si difficile. Pour la question 1, on vous propose 3 réponses au calcul entre parenthèses. 2 tiers moins 1 tiers fois 7 cinquièmes divisé par 4 tiers. Alors vous n'avez même pas besoin de faire le calcul vous-même ou à la calculatrice pour trouver la bonne réponse. Simplement, regardez un petit peu les résultats. Ici, on vous propose que ça va donner 3 quinzièmes fois 4 tiers. Alors, on peut supposer que le 3 quinzièmes, on l'a obtenu
Hein, c'est le résultat de la parenthèse, on a respecté les règles de priorité. Mais après, le diviser par 4 tiers, on se souvient que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici, quand on a changé la division par une multiplication, on aurait dû avoir à la place l'inverse de 4 tiers qui est 3 quarts. Et on n'aurait pas dû garder le 4 tiers. Donc là, ce n'est pas possible. Pour le B, on peut se poser la question, regardez, on a toujours le 7 cinquième et le divisé par 4 tiers. Qu'est-ce qui a changé? On a perdu le 2 tiers moins 1 tiers et on l'a remplacé par 1 tiers. Or, par quelle opération on doit commencer? Entre parenthèses, on doit commencer par la multiplication et non la soustraction. Donc là, les règles de priorité, elles n'ont pas été respectées, c'est faux. Alors, on vérifie. Est-ce que c'est bien le dernier calcul? Alors, 1 tiers fois 7 cinquièmes, 1 fois 7 sur 3 fois 5, ça fait 7 quinzièmes. 2 tiers moins 7 quinzièmes. Alors, 15 est dans la table de 3, si on met tout sur 15, comment on fait? On va faire 3 fois 5, 15 en bas, 2 fois 5, 10 en haut. 10 quinzièmes moins 7 quinzièmes, ça nous fait bien le 3 quinzièmes qu'on avait ici au départ. Et on l'a dit tout à l'heure, ensuite on devra faire la division. Diviser par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse. Donc ça nous fera 3 quinzièmes fois l'inverse de 4 tiers qui est bien 3 quarts. Donc c'est bien la réponse C. Donc on y va pour la partie B. Question 1. Donc on précisera bien sur sa copie partie A ou partie B. Question 1. Réponse C. Maintenant, pour la question 2, on nous donne l'écriture scientifique de 302,4 fois 10 puissance 18. Alors, attention, 302,4 fois 10 puissance 18. Pour avoir une écriture scientifique, déjà on va s'occuper du 302,4. Il faut qu'on ait un nombre, qui est compris entre 1 et 10. Donc la virgule, on va l'amener où? Entre le 3 et le 0. 3,024. Donc déjà, ça nous laisse soit la réponse A, soit la réponse B. Attention, 302,4, pour le moment, je ne m'occupe pas du 10 puissance 18. J'ai déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc j'ai divisé par 100. Il faut que je compense en multipliant par 10 puissance 2. J'oublie pas mon 10 puissance 18 qui était derrière. Ça nous fait combien? 3,024 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 18. Je multiplie 10 puissance 18 par 100, je rajoute 2 zéros, j'ajoute les exposants, 2 plus 18, ça fait 10 puissance 20. Donc c'était la réponse B. Alors, dernière question. On donne ci-dessous la masse de 8 biscuits différents. 12 grammes, 10 grammes, 18 grammes, 8 grammes, 12 grammes, 15 grammes, 11 grammes et 13 grammes. Suite à une erreur de mesure, le biscuit pesant 18 grammes pèse en fait 16 grammes. Une fois cette erreur corrigée, la valeur de la médiane sera comment? Plus petite, la même ou plus grande? Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est déterminer quelle est la masse médiane avant le changement. Alors, il faut ranger les valeurs dans l'ordre. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la plus petite, c'est 8. Ensuite, on a 10. Ensuite, on a 11. La troisième. Quatrième, 12. Ensuite, encore un 12, donc cinquième. Ensuite, 13. Et pour finir, 15 et 18. Donc, attention, l'effectif total ici est pair. D'accord, on va faire deux groupes de 4. Donc pour avoir la valeur médiane, on va faire simplement la moyenne de la quatrième et cinquième valeur de la série ordonnée. C'est-à-dire la quatrième, c'est combien? C'est 12 grammes et la cinquième, c'est 12. Donc notre valeur médiane, c'est 12 à ce moment-là. On se le note sur le brouillon. Si on a besoin, pour le moment, on a 12 grammes. Donc si je remplace le 18 par 16. Voilà. Le 18 par 16. Ça change quoi? Le 18 grammes, c'était la dernière valeur. Est-ce que ça va changer quelque chose si je change le 18 par 16? C'est toujours la dernière valeur de la série. Or, pour trouver ma médiane, je fais toujours la moyenne entre la quatrième et la cinquième valeur de la série, c'est-à-dire entre 12 et 12. Donc, la médiane reste là. Même. Question 3. C'est toujours la réponse
B. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, on vous disait quoi? On vous disait les trois parties de cet exercice sont indépendantes et peuvent être traitées séparément. Donc ça veut dire que si jamais vous avez bloqué sur une partie, vous pouvez quand même aller regarder les autres. Une famille souhaite installer dans son jardin une cabane. La partie inférieure de cette cabane est modélisée par le rectangle qui est ici, B, C, D, F. Alors, on précise quoi? Que AB égale 1,3 m, AC est égal à 0,5 m et BC qui est égal à DF qui est là, d'accord? Puisqu'on a un rectangle, hein, donc BC égale DF, égale 1,2 m, que DE égale 2,04 m et que les triangles BMN, BAC et FDE sont des triangles rectangles. D'accord? Donc on verra que ça aura une importance par la suite. Alors la première question, partie A, étude du toboggan. Pour que le toboggan soit sécurisé, il faut que l'angle DEF, qui est ici, mesure 30 degrés au degré près. Donc le toboggan de cette cabane est-il sécurisé? Donc on va reprendre les informations qui sont données dans cet exercice, qui sont quoi? Que le triangle DEF est un triangle rectangle. Attention, dans ce triangle rectangle, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la longueur de DF, qui est de combien? Alors toujours, on n'hésite pas à aller travailler sur la figure, 1,2 m, et que DE mesure 2,04 m. Vous êtes dans un problème avec un triangle rectangle, vous connaissez deux longueurs de ce triangle rectangle, et vous souhaitez connaître la valeur, d'accord, d'un des angles aigus de ce triangle rectangle. Si vous vous souvenez bien ce que vous avez travaillé pendant toute l'année, il y a un moyen de résoudre cette question, c'est en utilisant quoi? Les formules trigonométriques. Donc là, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Si on fait le point, FE, c'est notre hypoténuse par rapport à l'angle dont on cherche la mesure. FD, c'est quoi? C'est le côté opposé à l'angle. DE, c'est le côté adjacent. Donc on va utiliser quoi comme longueur? On va utiliser la longueur du côté opposé, la longueur du côté adjacent. Et si on se souvient bien, longueur du côté opposé, longueur du côté adjacent, on l'a dans quelle formule? Alors le petit moyen mnémotechnique, si vous en souvenez pas, K saut toi, c'est dans quoi? C'est dans la tangente. Maintenant, on va rédiger tout ça. On va dire dans le triangle DEF rectangle en D. On a dit qu'on utilisait la tangente de l'angle. Tan de DEF. De l'angle DEF, c'est égal côté opposé sur côté adjacent, DF sur DE. Ce qui donne, si on remplace les longueurs par leur valeur, la tangente de l'angle DEF est égale au quotient de 1,2 divisé par 2,04. Sur la calculatrice, on va taper quoi? Pour avoir la mesure de l'angle, quand on connaît la valeur de la tangente, on tape arctangente de 1,2 divisé par 2,04 et on obtient alors attention, on obtient quoi? 30,46 et des poussières. Donc nous, on veut une valeur
d'accord, approché à l'unité. Donc 30,46, c'est bien 30 degrés au degré. Donc, est-ce que le toboggan est sécurisé? Oui. On répond à la question. Avec un angle de 30 degrés, avec un angle de 30 degrés au degré près, le toboggan est bien sécurisé. Alors, montrez que la rampe du toboggan EF mesure environ 2,37 mètres. Alors, on rappelle qu'ici, on a FD égale 2,2 mètres, que DE mesure 2,04 mètres, et on sait que le triangle DEF est rectangle en D. Quand on connaît 2 longueurs sur 3 dans un triangle rectangle, on va pouvoir calculer la troisième longueur en utilisant quoi? Le théorème de Pythagore. Donc on y va. Dans le triangle DEF rectangle en D, on a alors l'hypoténuse EF au carré égale DF au carré plus DE au carré, ou DE au carré plus DF au carré, c'est la même chose. On additionne les carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc EF au carré, ça va nous faire quoi? DF au carré 1,2 au carré plus 2,04 au carré, ce qui nous donne EF au carré égale 1,2 au carré. 12 fois 12, ça fait 144, 1,2 au carré, c'est 12 dixièmes fois 12 dixièmes, ça fera 144 centièmes, ça fait 1,44, 2,04 au carré, ça fera 4,1616, ah, vous faites à la calculatrice, hein, vous inquiétez pas, vous obtenez que EF au carré, ça fait, attention, 5,6016. Et donc, pour avoir la longueur de EF, on fait quoi? Donc, EF égale racine carrée de 5,6016, ce qui va nous donner, attention à la calculatrice, est-ce qu'on va tomber sur le bon résultat? On trouve 2,3667, etc. Donc, on a bien une valeur approchée qui est de 2,37. Donc EF, c'est bien environ égal à 2,37 mètres. Donc on peut conclure aussi, hein, si on a le temps, ça fait jamais interdit. La rampe du toboggan a bien une mesure d'environ 2,37 mètres. Alors dans la partie B, la deuxième partie de cet exercice, étude de l'échelle. Alors attention, pour consolider l'échelle, on souhaite ajouter une poutre supplémentaire MN comme indiqué sur le modèle. Alors l'échelle, c'est l'escalier, en fait, c'est ici. Donc démontre que les droites AC et MN sont parallèles. On a MN et AC qui sont toutes les deux perpendiculaires à BC. Donc ces deux droites, elles sont
parallèles. Alors on va le rédiger. Je sais que MN et AC sont perpendiculaires à AC, à la droite AC. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces droites sont parallèles. Hein, c'est le cours de 6e ça. Conclusion. MN est parallèle à AC. Voilà pour cette première question. Ensuite, on nous disait, on positionne cette poutre MN telle que BN égale 0,84 mètres. Calculer la longueur MN. Alors, on rappelle que AB fait 1,3 mètres. On nous dit ici que BN fait 0,84 mètres. On sait aussi que BC fait 1,2 mètres. On sait que AC fait 0,5 mètres. Et on cherche MN ici. Donc maintenant que l'on sait que les droites MN et AC sont parallèles, on reconnaît une configuration de Thalès. D'accord? On connaît AC, on peut calculer le rapport BN sur BC. Donc en utilisant le théorème de Thalès, on va pouvoir calculer la longueur MN manquante. Donc, on commence par rédiger les conditions. Alors, on va supposer que le point M et le point N, d'accord, ils appartiennent bien respectivement à BA et BC. C'est vrai que ce n'est pas dit directement dans la consigne. Donc, on prend le sommet commun. Les droites AM et CN sont séquentes en B. De plus, on a montré quoi? Que MN était parallèle à AC. Les droites MN et AC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a alors, pour être sûr de ne pas se tromper, on part du sommet commun. BM sur BA. Donc, si je fais petit sur grand, petit triangle sur grand triangle, égale BN sur BC. Égale MN sur AC. Maintenant, je remplace les longueurs connues par leur valeur. Donc, ça va me donner quoi? BM, je ne le connais pas. BA, c'est 1,3. BN, ça fait 0,84. BC mesure 1,2. Fais attention qu'on soit bien dans la même unité, on était bien en mètres. Ensuite, MN, c'est ce que l'on cherche. Et AC, on l'a, c'est 0,5 mètres. Donc, on va utiliser
le deuxième rapport et le troisième où il y a le deuxième où il y a les deux longueurs qui sont connues et le troisième où il y a la longueur que l'on cherche. Donc le produit en croix, l'égalité du produit en croix, il nous dit quoi? Que 1,2 fois mn, c'est égal à 0,84 fois 0,5. Et donc mn va être égal à quoi? Donc mn est égal à 0,84 fois 0,5 divisé par 1,2. Alors si on détaille un petit peu, 0,84 fois 0,5, je prends la moitié de 0,84, c'est 0,42. Je divise par 1,2 et je trouve que mn est égal à 0,35 mètres ou 35 cm. Voilà. Pour la dernière partie, on faisait une petite étude du bac à sable. Un bac à sable est installé sous la cabane. Il s'agit d'un pavé droit dont les dimensions sont longueur 200 cm, largeur 180 cm et hauteur 20 cm. Calculez le volume de ce bac à sable en centimètres cubes. Donc on a la longueur, on a la largeur, on a la hauteur. On se souvient que le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc si on prend les renseignements que l'on a, 200 cm fois 180 cm fois 20 cm, centimètre fois centimètre fois centimètre, on va bien obtenir des centimètres cubes. Alors 180 fois 2, ça fait 360. Je rajoute 2 zéros, ça fait quoi? Ça fait 36 000. 36 000, je multiplie par 2, ça fait 72 000. Je rajoute encore un zéro, ça fait 720 000 centimètres cubes. On verra, est-ce qu'on va lui demander après de le convertir ou pas. D'accord? Parce que 720 000 centimètres cubes, ça pourrait faire 720 décimètres cubes. Alors, voyons la question suivante. Donc, on va répondre d'abord à la question. Le volume de ce bac est de 720 000 centimètres cubes. Alors, à la suite, on nous demande quoi? On admet que le volume du bac à sable est de 0,72 mètres cubes. Ah oui, 720 décimètres cubes, c'est 0,72 mètres cubes. On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable amassonné et de sable fin dans le ratio 3:2. Vérifiez que le volume nécessaire de sable amassonné est de 0,432 mètres cubes et que celui de sable fin est de 0,288 mètres cubes. Alors, on peut le voir de différentes manières. On peut le présenter de différentes manières. Qu'est-ce que ça veut dire un ratio 3:2? Ça veut dire par exemple que quand je mets 3 mètres cubes de sable amassonné, je mettrai 2 mètres cubes de sable fin. Ou simplement quand je mets 3 doses de sable amassonné, je mets 2 doses équivalentes de sable fin. De doses équivalentes en quantité de sable fin. Alors, on va regarder finalement si on fait notre partage des 0,72 mètres cubes, si on les partage en 5 doses de quantité équivalente. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi 5 doses? Puisque 3 doses plus 2 doses, ça fait 5 doses. Alors, on partage les 0,72 mètres cubes en 5 doses de quantité identique, en 5 parts de quantité identique. Ça nous fait 0,144. Donc, une dose correspond à 0,144 mètres cubes.
Maintenant, on sait que on a 3 doses de sable amassonné et 2 doses de sable fin. Donc ça va nous donner quoi? 3 fois 0,144, 3 fois 0,144, ça nous fait 0,432. Attention, c'est quoi? C'est des mètres cubes. Et 2 fois 0,144, ça nous fait quoi? Ça nous fait bien 0,288. Ok? Donc, le volume nécessaire est donc bien de 0,432 mètres cubes de sable amassonné et de 0,288 mètres cubes de sable fin. Pour finir, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait un magasin propose à l'achat le sable amassonné, le sable fin vendu en sac. D'après les indications ci-dessous, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir entièrement ce bac à sable, sachant qu'on ne peut acheter que des sacs entiers? Alors, on voit que les sacs de sable amassonné ils sont vendus par sac de 35 kg d'un volume de 0,022 m3 et que le prix est de 2,95 €. Les sacs de sable fin vendus par sac de 25 kg de volume 0,016 m3 et le prix d'un sac c'est 5,95 €. Alors, on sait qu'on avait besoin de 0,432 m3 de sacs de sable amassonné. Donc ça va donner quoi? Je vais chercher combien il me faut de sacs en faisant quoi? 0,432 m3 divisé par 0,022 m3, d'accord? Ça c'est ce qu'on a comme quantité par sac, ça c'est la quantité totale. 0,432 divisé par 0,022, ça va nous donner quoi? Ça nous donne environ 19,6. Alors attention, on ne pourra pas acheter 19,6 sacs. Donc vu qu'on peut acheter qu'un nombre de sacs entiers, si on va avoir suffisamment de sable amassonné, on va prendre 20 sacs. Donc il faut donc 20 sacs de sable amassonné, soit, puisque un sac coûte 2,95 €, 20 fois 2,95 €, ça nous fait 59 €. De dépenses. Maintenant, je fais la même chose avec la quantité de sable fin. On avait 0,288 m3 de sable fin nécessaire. Donc, sachant que dans chaque sac, il y en a pour 0,016 m3. Je vais faire la même chose. 0,288 divisé par 0,016. Ça nous fait exactement 18. Là, on a de la chance. Donc, il faut donc 18 sacs de sable fin. De sable fin. Soit, puisque chaque sac coûte 5,95 €, on va faire quoi? 18 fois 5,95 €. Soit 18 fois 5,95 €.
qui nous fait une dépense de 107,10 €. Donc pour le coût total, on a à faire quoi? On additionne 59 plus 107,10 €. Ce qui nous fait 166,10 €. Le coût total est donc de 166,10 €. Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3, c'est un grand classique d'exercice de brevet, puisqu'on vous propose 2 programmes de calcul. Voilà, Amir et Sonia ont chacun inventé un programme de calcul. Donc le programme d'Amir, choisir un nombre, soustraire 5, prendre le double du résultat. Le programme de Sonia, choisir un nombre, ajouter 3, multiplier le résultat par le nombre choisi et soustraire 16. La première question était montrer que si le nombre choisi au départ est 6, alors on obtient 2 avec le programme d'Amir et 38 avec celui de Sonia. Donc là, pas trop de soucis. Rien ne vous oblige à faire en une seule expression. Donc vous pouvez traiter la question étape par étape. Donc, programme d'Amir. Voilà. Pour commencer. Donc si j'ai 6, ensuite soustraire 5, 6 moins 5, ça fait 1. Prendre le double du résultat. 1 fois 2 ou 2 fois 1, ça fait 2. Donc si on choisit 6, on obtient bien 2. Maintenant, si je prends le programme de Sonia, donc si je prends 6 au départ, j'ajoute 3, ça nous fait 6 plus 3, 9. Attention, multiplier le résultat par le nombre choisi. Le nombre choisi, c'était 6. Donc 9 fois 6, ça nous fait 54. Et ensuite, soustrait 16, on fait quoi? 54 moins 16, et on obtient bien 38. Donc on conclut, si on choisit 6, si on choisit 6, on obtient bien 38 avec le programme de Sonia. Donc la première question était assez simple, à détailler bien et pensez à conclure. Maintenant on fait la deuxième partie. Donc comme vous aviez un tableau issu d'une feuille de tableur, Amir et Sonia souhaitent savoir s'il existe des nombres choisis au départ pour lesquels les 2 programmes renvoient le même résultat. Pour cela, ils complètent la feuille de calcul ci-dessous. Donc attention, sur la première ligne, vous avez le nombre choisi. Sur la deuxième ligne, vous avez les résultats avec le programme d'Amir. Sur la troisième ligne, les résultats avec le programme de Sonia. Donc parmi les trois propositions suivantes, recopiez sur votre copie la formule qui a été saisie dans la cellule B2 afin d'être étirée vers la droite. Donc, la cellule B2, c'est quoi? C'est ici, c'est pour le programme d'Amir. Donc le résultat du programme d'Amir, on rappelle que le programme d'Amir, on avait quoi? On avait soustraire 5 et multiplier par 2. Donc le nombre de départ, il est où? Il est ici en B1. On va prendre B1 moins 5. Attention, et on veut finir par une multiplication. Donc si on veut faire une soustraction à la multiplication, on est obligé de mettre quoi? Des parenthèses. Donc on va prendre la première formule égale, entre parenthèses, B1 moins 5, on fait la soustraction, et ensuite on multiplie par 2. Pourquoi on ne prend pas la troisième? Puisqu'il n'y a pas les parenthèses autour de la soustraction, donc ça ne marchera pas. Et pourquoi on ne peut pas choisir la deuxième formule, alors que si on fait moins 2, moins 5 fois 2, ça va bien nous donner moins 14. Puisqu'il y a une information importante, on vous disait que la formule, elle va être étirée vers la droite. Ça veut dire qu'on veut la recopier. Or, si vous mettez une formule où il n'y a pas de référence de cellule, vous allez recopier dans toutes les cellules, vous allez recopier moins 2, moins 5 fois 2.
Or, le nombre, il change au fur et à mesure, d'accord? Quand je vais aller en C2, il faut que je fasse quoi? Égal C1 moins 5 entre parenthèses fois 2. Ok, donc quand vous êtes en B2, que vous parlez de P1, vous parlez du nombre qui est dans la même colonne, une ligne au-dessus. Donc c'est cette information-là qui va être recopiée quand vous étirez la formule. Donc obligatoirement, quand vous avez l'information que la formule elle va être étirée, ça veut dire que vous devez obligatoirement avoir des références de cellules dans votre formule. A1, B1, C1, d'accord, mais vous ne pouvez pas avoir que des nombres connus. On passe à la suite. En vous aidant de la feuille de calcul, quel nombre doivent-ils choisir pour obtenir des résultats égaux avec les deux programmes? Alors, si on revient à notre feuille de calcul, on s'aperçoit qu'on a les mêmes résultats. Alors, on voit ici que quand on prend 2, on a moins 6 et moins 6. D'accord? Et est-ce qu'on a d'autres résultats? Non, moins 2, ça donne deux résultats différents, moins 1 aussi. Donc on n'a pas d'autres résultats. Donc on va dire quoi? En plus c'était au singulier, donc très bien. Amir et Sonia doivent choisir 2 pour obtenir tous les deux moins 6. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous disait? Sonia et Amir souhaitent vérifier s'il existe d'autres nombres permettant d'obtenir des résultats égaux avec les deux programmes. Pour cela, ils décident d'appeler x le nombre choisi au départ de chacun des programmes. Montrez que le résultat obtenu avec le programme de Sonia est donné par x au carré plus 3x moins 16. Alors, si on appelle x le nombre choisi, comme on nous dit, soit x le nombre choisi au départ des deux programmes. On le rentre dans le programme de Sonia. On ajoute 3. Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a x plus 3. On multiplie le résultat par le nombre choisi. Ça va nous donner quoi? X plus 3 fois x. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Si j'écris comme ça, c'est pas bon, puisqu'on va faire une addition avant la multiplication. Donc il faut penser à mettre des parenthèses qui donnent x facteur de x plus 3, si on veut déjà simplifier l'écriture. Et ensuite, soustraire 16, ça va nous donner quoi? X facteur de x plus 3 moins 16. Donc pour le moment, le résultat obtenu avec le programme de Sonia, il s'écrit x facteur de x plus 3 moins 16. Or, la forme qui nous est donnée là, c'est une forme développée réduite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer x facteur de x plus 3 et réduire l'expression que l'on a, et on va voir si on tombe bien sur ce résultat. Alors, on y va. Alors, si je distribue mon x, ça va donner quoi? X au carré plus 3x moins 16. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Sous sa forme développée réduite. Alors si vous voulez, vous pouvez détailler un peu, hein, x fois x plus 3 fois x moins 16, et après vous simplifiez en x au carré plus 3x moins 16. Alors on continue.
On admet que les deux programmes donnent le même résultat si on choisit comme nombre de départ les solutions de l'équation x moins 2 facteur de x plus 3 égale à 0. Résoudre cette équation et en déduire les valeurs pour lesquelles les deux programmes de calcul renvoient le même résultat. Alors si on prend x moins 2 facteur de x plus 3 égale à 0. Cette équation, c'est une équation produit nul. Donc on sait qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc ça va vouloir dire quoi? Soit c'est x moins 2 qui vaut 0, soit c'est x plus 3 qui vaut 0. Donc on va dire quoi? Soit x moins 2 égale 0, soit x plus 3 égale 0. Alors c'est pas l'équation la plus difficile du monde. X moins 2 égale 0 si on fait plus 2 de chaque côté. Ça va nous donner quoi? X égale 2. 2 moins 2 ça fait bien 0. X plus 3 égale à 0. Moins 3 plus 3 ça fait 0. Donc c'est x égale moins 3. On avait déjà trouvé 2 comme solution grâce au tableur. Et on a une autre solution qui est moins 2. Donc les solutions de l'équation produit nul x moins 2 facteur de x plus 3 égale 0 sont 2 et moins 3. Les programmes d'Amir et de Sonia renvoient donc le même résultat lorsqu'on choisit moins 3 et 2 comme nombre de départ. Voilà pour la correction de l'exercice 3. Dans l'exercice 4, on vous proposait des élèves organisent pour leur classe un jeu au cours duquel il est possible de gagner des lots. Pour cela, ils placent dans une urne 3 boules noires numérotées de 1 à 3 et 4 boules rouges numérotées de 1 à 4, toutes indiscernables au toucher. Alors, en première question, vous aviez quoi? On peut choisir une boule dans l'urne. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Alors attention, on a quoi? On a 4 boules rouges sur un total de 4 rouges plus 3 noirs, 7 boules. Donc la probabilité, puisque toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées, est de 4 sur 7. La probabilité de tirer une boule rouge est 4 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair? Alors qu'est-ce qu'on peut tirer? Les issues favorables sont quoi? C'est N2, la noire numérotée 2, la rouge numérotée 2 et la rouge numérotée 4. Donc il y a 3 issues qui permettent de réaliser cet événement. Donc la probabilité de tirer
une boule dont le numéro est un nombre pair et 3 septièmes. Voilà pour la première partie. Alors maintenant, on vous disait quoi? Le jeu consiste à piocher dans l'urne une première boule, la remettre dans l'urne, puis en piocher une seconde. Pour chacune des boules tirées, on note la couleur ainsi que le numéro. Pour gagner un lot, il faut tirer la boule rouge numérotée 1 et une boule noire. Quelle est la probabilité de gagner? Alors, si vous vous amusez à faire un tableau, on a combien de tirages possibles en tout? 7 x 7, on a 49 tirages possibles. Alors, pour gagner un lot, il faut tirer la boule rouge numérotée 1, ainsi qu'une boule noire. Maintenant, deuxième partie, on vous disait, pour constituer les lots, on dispose de 195 figurines et 234 autocollants. Chaque lot sera composé de figurines ainsi que d'autocollants. Tous les lots sont identiques, toutes les figurines et tous les autocollants doivent être utilisés. Donc cette information, elle est importante puisqu'il ne doit rester aucune figurine et aucun autocollant. Ça veut dire que le nombre de lots, ça doit être à la fois un diviseur du nombre de figurines, c'est-à-dire de 195 et de 234. Alors, est-ce que 3 est un diviseur de 195? 1 plus 9, 10 plus 5, ça fait 15, ça marche, puisque 15 est dans la table de 3. 2 plus 3, 5, plus 4, 9. 234 est aussi dans la table de 3. Alors, on peut le vérifier, hein. Si on fait 195 divisé par 3 à la calculatrice, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 65. Ok. Si on fait 234 divisé par 3, ça nous fait combien? Ça nous fait 78. Donc 195 et 234 sont divisibles par 3. Question numéro 2. Décomposer 195 en produits de facteurs premiers. Alors, on y va pour décomposer 195 en produits de facteurs premiers. Donc on a vu tout à l'heure que 195 était divisible par 3. Le 3 est un nombre premier, donc on peut commencer par la table de 3. C'est 3 fois 65. Maintenant, on reconnaît 65, c'est quoi? C'est la table de 5. Donc on y va. 65, c'est quoi? C'est 5 fois... Alors 5 fois 10, 50. 5 fois 3, 15. C'est parfait. Donc ça va nous faire 5 fois 13. Et 13 est également un nombre premier. Donc on a terminé. Donc la décomposition en produit de facteur premier de 195, c'est 3 fois 5 fois 13. Question suivante. Sachant que la décomposition en produit de facteur premier de 234 est 2 fois 32 fois 13, combien de lots peut-on constituer au maximum? Alors, pour savoir combien de lots on peut constituer au maximum, on va devoir chercher un nombre qui divise à la fois 195 et 234, hein, comme 3 tout à l'heure. Mais si on veut faire un maximum de lots, on doit chercher le plus grand diviseur commun. Alors, on rappelle d'après la question précédente que 195, c'est égal à 3 fois 5 fois 13. Et là, on nous dit quoi? Et on sait, là dans l'énoncé, on nous dit quoi? Que 234, c'est 2 fois 3 au
carré. Quand on regarde fois 13. Alors on cherche le plus grand diviseur commun à 195 et 234, et quand on regarde les deux décompositions, on voit quoi? On voit que dans les deux décompositions, on a un facteur 13. D'accord? Donc ça veut dire que les deux, on pourra les diviser par 13. Mais on l'a vu tout à l'heure aussi, ils étaient tous les deux divisés par 3. On voit qu'on a un facteur 3 dans 195, et on en a 2 dans 234, mais au maximum, 195, on peut le diviser qu'une seule fois par 3. Donc on en prendra un du 234. Donc on voit que ce soit 195 et 234, on peut les diviser par 3 fois 13. À chaque fois, on a un 3 et un 13 dans la décomposition. Le plus grand diviseur commun à 195 et 234 et donc 3 fois 13, c'est-à-dire 39. D'accord? Donc au maximum, on pourra constituer lots. Alors pour la deuxième partie de la question, de combien de figurines d'autocollants sera alors composé chaque lot? Ça va être simple, là on va faire 195 et 234 divisé par 39. Attention à la numérotation des questions. Alors je peux même le faire sans calculatrice, regardez. Si j'enlève 3 fois 13 ici, il me reste quoi? Il me reste 5. Donc 195 divisé par 39, c'est 5. Et là, si j'enlève un facteur 3 et un 13, il me reste quoi? 2 fois 3, ça fait 6. Donc, chaque lot sera composé de 5 figurines et 6 autocollants. Alors passons à l'exercice 5 où on vous disait pour se promener le long d'un canal, deux sociétés proposent une location de bateaux électriques. Les bateaux se louent pour un nombre entier d'heures. Ça c'est important, hein. Vous voyez que là sur votre graphique vous avez peut-être des demi-heures et après voilà, vous n'avez pas un découpage plus précis. Étude du tarif proposé par la société A. Pour la société A, le prix à payer en fonction de la durée de location en heures est donné par le graphique en annexe. Voilà le graphique que vous aviez lors de l'épreuve. Répondre aux questions ci-dessous à l'aide du graphique. Aucune justification n'est attendue pour les questions A et B. Ça c'est important, donc on utilise uniquement le graphique. Quel prix va-t-on payer en louant un bateau pour 2 heures? Alors regardez, pour 2 heures, les heures c'est l'axe des abscisses. Je monte, le prix à payer, il est sur l'axe des ordonnées. On voit qu'attention, on a 5 graduations pour faire 50, donc ça veut dire qu'une graduation c'est 10. Donc j'ai 50 plus 1, plus 10, pardon, ça va me faire 60 €. Donc le prix à payer pour 2 heures. Pour 2 heures de location. On paye 60 € avec la société A. Très bien. On dispose d'un budget de 100 €. Combien d'heures entières peut-on louer un bateau? Alors on regarde 100 €. On se met ici. On va voir sur notre graphique. Hop. On se retrouve entre quoi? Entre 3 et 4 heures. Ça veut dire qu'avec 100 €, je peux louer le bateau entièrement 3 heures. Par contre, je n'aurai pas assez pour louer 4 heures. Parce que pour 4 heures, il me faudrait combien? Il me faudrait 120 €.
Petit c, expliquer pourquoi le prix est proportionnel à la durée de location. Alors quand on regarde le graphique qui représente notre situation, on a quoi? On a une droite qui passe par l'origine du repère. Et ça, c'est caractéristique de quoi? Des situations de proportionnalité. Donc on va se dire le prix est proportionnel à la durée de location. Donc là, attention, je vous disais expliquer, hein, donc c'est pas parce qu'il y avait marqué aucune justification, c'était que pour les questions A et B. Le prix est proportionnel à la durée de location. Car le graphique, car la courbe ou le graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors pour finir, on vous dit quoi? En déduire à l'aide d'un calcul le prix à payer pour une durée de location de 10 heures. Alors tout simplement, regardez, on a le prix horaire pour une heure, hein, grâce au graphique. On voit que c'est combien? C'est 30 €. Pour 2 heures, c'est 60. Voilà, donc on est bien dans une situation de proportionnalité. Donc vu qu'on paye 30 € de l'heure et que on est dans une situation de proportionnalité, on va faire quoi pour 10 heures? On va faire 10 fois 30, tout simplement. À partir du graphique, on sait qu'une heure de location coûte 30 €. Et puisque le prix est proportionnel à la durée de location, d'après la question C, 10 heures coûte donc 10 fois 30, c'est-à-dire 300 €. Et voilà pour la première partie. Alors maintenant, étude du tarif proposé par la société B. Qu'est-ce qu'on vous disait? La société B propose le tarif suivant, 60 € de frais de dossier, plus 15 € par heure de location. Montrez qu'en louant un bateau pour une durée de 2 heures, le prix à payer sera de 90 €. Alors simplement, qu'est-ce que vous payez? Simplement, qu'est-ce que vous payez? Ben, vous payez, bon, je vais l'appeler comme ça, prix B. On paye 2 fois 15 €. Hein, une heure, c'est 15 €. On prend 2 heures, 2 fois 15 €. Plus, attention, on n'oublie pas les frais de location. Donc ça va nous faire quoi? 2 fois 15, 30. Plus 60, ça nous fait 90 €. Pour une durée de 2 heures, le prix à payer sera de 90 €. Sera bien de 90 €. Alors on finit cette partie, on désigne par X le nombre d'heures de location. On appelle F la fonction qui au nombre d'heures de location associe le prix en euros avec le tarif proposé par la société B. On admet que F est défini par F de X égale 15X plus 60. Hein. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. 15 fois le nombre d'heures plus les 60 € de location. Sur le graphique donné en annexe à rendre avec la copie, tracez la courbe représentative de la fonction F. Alors, on rappelle que la représentation graphique d'une fonction
Affine, c'est aussi une droite. En particulier une droite qui va passer par le point de coordonnées 0, B. On sait qu'une fonction affine, c'est de la forme a fois x plus b. Le b, c'est notre ordonnée à l'origine qui vaut combien? 60. Donc on sait que notre droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, 60. Ensuite, il nous faut un deuxième point. Donc on va prendre un point qui est un petit peu plus éloigné, qui peut rentrer. Alors par exemple, si je prends 6, x égale 6, f de 6, ça va me faire quoi? 15 fois 6 plus 60. 15 fois 6, 15 fois 6, ça va faire combien? Ça va me faire 90, plus 60, ça me fait 150. Donc ça veut dire que ma droite, elle va passer aussi par le point de coordonnées 6, 150. Donc on place le point de coordonnées 6, 150 ici. Et ensuite, j'ai qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc on n'oublie pas, voilà, sur le graphique, les légendes, société B. On passe maintenant à la dernière question. Le prix payé est-il proportionnel à la durée de la location? Alors comment on pouvait expliquer que le prix n'est pas proportionnel à la durée de location? Tout simplement, vous avez bien une droite, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas cette droite? Elle ne passe pas par l'origine du repère. Donc ce n'est pas proportionnel. En même temps, si c'était proportionnel pour 0, on devrait payer 0. C'est pas le cas. Voilà. Le prix payé n'est pas proportionnel car la représentation graphique est une droite, mais qui ne passe pas. La représentation graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Alors pour terminer, on souhaite comparer les deux tarifs. On souhaite louer un bateau pour une durée de 3 heures. Quelle société doit-on choisir pour avoir le tarif le moins cher? Quel prix va-t-on payer dans ce cas? Alors on a vu que avec la société A, on payait 30 € de l'heure. Donc le prix avec la société A, c'était combien à ce moment-là? Ça fait 3 fois 30 €. D'accord? Ça fait 90 €. Donc, avec la société A, on paiera 90 € pour 3 heures. Si je fais pareil avec la société B, on a dit qu'on faisait quoi? 15 fois x, donc le nombre d'heures, 15 fois 3, plus 60. Ça nous fait quoi? 45 plus 60. Et ça nous fait 105. Donc, avec la société, c'était A, pardon. Avec la société B, on paiera 105 € pour 3 heures. 90, c'est plus petit que 105. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux payer la prestation de quelle société? Il vaut mieux prendre la société A.
il est plus avantageux de choisir la société A. Alors, si on nous avait pas demandé de dire combien on payait dans chacun, on aurait pu utiliser aussi la représentation graphique. Hein. D'accord, on regardait pour 3 heures. Regardez bien. Pour 3 heures, on voit ici que la courbe de la société A, à l'ordonnée, il est en dessous de l'ordonnée de la société B. Donc, on paye moins cher. Alors, on finit. Pour quelle durée de location le prix payé est-il identique pour les deux sociétés? Alors, pour répondre à cette question, on peut faire une petite équation. On sait que on va chercher on veut justifier, on cherche x tel que le prix A, c'est pareil que le prix B. Quand est-ce que les tarifs de la société A sont les mêmes que les tarifs de la société B? On a vu que dans la société A, on multipliait quoi? Le nombre d'heures par 30. Donc, c'est-à-dire 30x égale à... Et la société B, on avait quoi? On avait 15x plus 60. Alors, pour résoudre notre équation, qu'est-ce qu'on fait? On va garder tous les x à gauche. On va éliminer le 15x qui est à droite ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait moins 15x de chaque côté. Alors, si vous voulez, je vais détailler un petit peu. 30x moins 15x, ça va être égal à quoi? Alors, 15x moins 15x plus 60. Il me reste quoi? 30x moins 15x, ça fait 15x. 15x est égal à 60. Et donc x égale à 60 divisé par 15. On divise par 15 de chaque côté. Et ça nous fait x égale à 4. Donc le prix de location est identique avec les deux sociétés pour combien? Pour 4 heures. Voilà, alors on aurait pu aussi faire une lecture graphique, en espérant qu'on ne se soit pas trompé. Comme on ne nous demandait pas spécialement de justifier. Donc, regardez, je vois où les deux courbes se croisent. Je vois ici que j'ai le même prix, donc pour combien? Pour 4 heures, et ça me revient 120 €. La correction de ce brevet de centre étranger est maintenant terminée. À bientôt.